Bonjour à tous, bienvenue, c'est un nouveau numéro des Enfants de la politique. Vous commencez à être habitués à ce rendez-vous hebdomadaire avec Radio VL et le Huffington Post. C'est le premier talk-show politique pour et par les jeunes. Donc chaque semaine, nous avons l'honneur de poser toutes nos questions à des personnalités de premier plan du monde politique. Et aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous recevons une dame, une grande dame de la politique, Michèle Alliot-Marie. Merci d'être avec nous. On peut l'applaudir, je pense. Sachez que du haut de ce tabouret, 40 ans de vie politique nous contemplent. Raté, 30 ans. J'ai commencé quand même très très jeune, on va en parler. Mais beaucoup moins jeune que mes petits camarades hommes. Ah oui, ça c'est. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans la campagne, on va en parler ensemble. Le principe de cette émission, Michèle, c'est que vous allez répondre aux questions de nos 3 jeunes citoyens qui sont en face de vous. Donc, et j'ai le droit aussi de leur poser des questions. Vous avez tous les droits, c'est votre émission pendant 1 heure, vous êtes chez vous. Donc Talbi qui vient de Villeneuve-la-Garenne, vous avez Julie qui vient de Paris, les voisines. Et puis vous avez Valentin qui vient de Nantes. Donc un petit peu partout, et des questions qui sont très personnelles parfois, qui les concernent et ils attendent des réponses concrètes de votre part. Pas de langue de bois chez les enfants de la politique. Alors moi j'aimerais d'abord, je vais commencer moi à vous poser des questions, 2-3 minutes pour quand même vous... Sans langue de bois. Sans langue de bois jamais, pour vous présenter. Nous avons aussi un partenaire qui est Gov. Gov, c'est une application qui nous permet de poser des questions chaque jour à 120 utilisateurs, donc avoir en gros le pouls de l'opinion en temps réel, en particulier dans le monde politique. Donc on peut voter et on peut également proposer. Toutes les propositions et toutes les questions viennent de la communauté. Première question avec Gov cette fois-ci. Accrochez-vous Michèle. Elle concerne votre candidature. Est-ce une candidature déjà sérieuse et dangereuse? Alors les gens répondent à 78% non. Hein, d'accord. Ça, alors, c'est la sérieux ou dangereux question. Alors, on pose toutes les questions, retenez-les bien, et puis après, on les commente. La deuxième question, c'est Michèle Alliot-Marie doit-elle renoncer à se présenter? Les gens disent à grande majorité oui, à 83%. Et la dernière question, alors là, elle va plutôt vous plaire en revanche, c'est dans l'éventualité d'une victoire d'un candidat de droite, est-ce que on vous verrait bien ministre? Eh bien, les gens disent à 88% oui. Voilà. Alors, quels sont vos commentaires sur ces questions et surtout sur ces réponses? Elles ont tout faux. Je ne vise pas un ministère. D'accord. Parce que j'ai occupé les plus beaux ministères. C'est une chance formidable, mais c'est vrai qu'entre la défense, l'intérieur, la justice, les affaires étrangères, les affaires européennes, mais aussi l'éducation et jeunesse et sport. Il vous manquait plus l'Élysée. J'ai eu les plus beaux ministères, des ministères passionnants où je me suis éclatée. Qu'est-ce que vous voulez que je vise d'autres? Les autres sont... Ah non, mais là, on parlait de ministère. Bien sûr, je vise l'Élysée. Ouais. Alors, deuxièmement, ma candidature est-elle sérieuse? Oui, elle est sérieuse, parce que bon, c'est un peu mon caractère. Quand je fais les choses, je les fais sérieusement ou je ne les fais pas du tout. Et si je me suis engagée, c'était pour le faire sérieusement, pour exposer sérieusement ce que sont mes convictions pour la France, pour dire que j'en ai ras-le-bol de la façon dont la politique est faite actuellement, que je ne trouve pas ce qui me paraît convenir à notre pays et à sa jeunesse dans les projets des candidats, et que j'ai un certain nombre d'idées que j'avais envie d'exposer. Ça, c'est le côté sérieux. D'accord, là c'est le fond, mais il y a aussi la forme de votre candidature. C'est-à-dire que vous avez décidé de donner un grand coup de pied dans la fourmilière, vous ne vous êtes pas présenté aux primaires de la droite et du centre, c'est un choix. Vous avez donc mis entre parenthèses votre appartenance aux Républicains. Pourquoi être indépendante? Pourquoi vous lancer en indépendante? Mais ce n'est pas être indépendante, c'est d'être dans la logique de nos institutions. Aujourd'hui, ce qui se passe avec les primaires, c'est le retour au régime des partis de la 4e République. Soyons clairs. C'est-à-dire que la 5e République, elle a voulu donner à l'ensemble des Français le droit de choisir librement celui ou celle qui allait incarner l'unité nationale, qui allait représenter le pays, à l'extérieur notamment, pendant 5 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit avec les primaires? Ce sont finalement les partis qui font la présélection et qui disent aux Français, vous n'avez pas le droit de choisir n'importe quel candidat qui se présente, mais uniquement celui que nous vous désignons. Et ça, c'est effectivement un système de retour à la prédominance des partis.
Alors, je ne vais pas vous dire que les partis n'ont pas leur rôle dans la démocratie. Non, surtout pas vous. Surtout pas vous. J'ai été présidente, j'ai conquis, d'ailleurs par une élection aussi, la présidence du RPR, à l'époque contre toutes les équipes qui entouraient Jacques Chirac, qui était pourtant président de la République, déjà à l'époque contre François Fillon, contre Delevoye, qui aujourd'hui est chez Macron, contre De Végian, contre Copé. Ils étaient tous candidats et c'est moi qui l'ai emporté, tout en apparaissant comme un peu outsider au départ Girl de cette power. élection. Voilà, si vous voulez. Okay. Et donc, moi, ce que je dis, effectivement, c'est que les primaires, d'abord, ce n'est pas dans la culture de ma famille de penser, c'est contraire à nos institutions. En plus, je vais vous dire, regardez qu'est-ce qui se passe. Pour pouvoir être élu par la primaire, vous avez des candidats qui vont forcément durcir, un peu extrémiser leur position pour conquérir tel ou tel parti au sein du parti politique. Et puis ensuite, il faut qu'ils rassemblent. Hein, on n'est pas élu président de la République avec une petite partie. Il faudrait élargir, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se dédie ou ça veut dire qu'on se renie. Or, qu'est-ce qu'on reproche aux hommes politiques? Un peu moins aux femmes, parce qu'il y en a moins sur le devant de la scène. Mais qu'est-ce qu'on reproche? Il n'y en a que deux qui se présentent, il faut quand même le dire. Il y a Marine Le Pen et vous. Hein. Voilà. Vous êtes que deux. Qu'est-ce qu'on reproche aux hommes politiques, donc? C'est essentiellement de ne pas tenir leurs engagements. De dire une chose et de faire le contraire après. Et là, ils commencent déjà à modifier leur propre discours. C'est vrai à droite, c'est vrai à gauche. Regardez Hamon et le revenu universel. Hein, c'était le revenu universel pour tous. Après ça, ça a été un revenu universel sous condition de ressources. Après ça, ça a été un revenu universel dont il fallait voir comment il s'harmonisait avec le salaire. Et puis, c'est un revenu universel qui n'est pas maintenant, comme il le disait auparavant. On adapte le discours. Voilà, on adapte le discours. C'est pas ça la politique. Vous ne vouliez pas de langue de bois tout à l'heure. Eh bien, il faut dire les choses très concrètement. Alors, il y en a un dans notre équipe qui n'adapte pas du tout son discours, je vous préviens tout de suite. Et il va dresser votre portrait parce qu'il s'est plongé pendant une semaine dans votre biographie. Il connaît tout par cœur. Ouais, le pauvre. Je peux vous assurer le pauvre. C'est Jim, mesdames, messieurs. Bonjour, Jim. Voilà. Avec un jingle, ça aurait été formidable. Parce que j'aime bien les jingles. Oui, mais ça, c'est le vedettariat. Ça va lui arriver plus tard. Alors Maurice, aujourd'hui, on va pas se mentir, hein, on reçoit la grande favorite de cette élection. Vous êtes d'accord avec ça? Si je suis la vôtre, c'est déjà ça. Ah, pas mal. Non, mais je suis sérieux, si on fait le bilan, Fillon, on a reçu Thierry Solère il y a 2 jours, il nous a gentiment fait comprendre qu'ils se soutenaient tous avec un flingue sur la tempe et qu'ils y croyaient plus. Le Pen, on a encore appris ce matin sur Mediapart qu'elle aurait travaillé pendant 20 ans au noir. Mélenchon, alors lui, entre Internet et ses hologrammes, s'il se perd pas dans une 4e dimension, va nous apprendre d'ici un mois qu'il est candidat à la présidentielle sur Mars en 2050. Jadot, c'est maqué avec Hamon. Hamon qui reste dans la grande lignée socialiste, hein, partageons, mais avec l'argent des autres. Plus, je devrais pas le dire, mais selon certaines sources, un de ses proches lui aurait fait une calculatrice il y a pas longtemps. On a fait le bilan de son programme, il s'en est parmi. Hein. Apparemment, augmenter justement le RSA de 100 €, ça remonterait pas le pays. Il reste qui? Macron. Alors Macron, je vous mets ma main à couper que dans 3 semaines, il fait la une des journaux, hein, je vois déjà les grands titres. L'affaire Macron-Gate, emploi fictif, le chirurgien esthétique de Brigitte était en fait taxidermiste. Oh là 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 là. Bon, il reste qui après ça? Alexandre Jardin, bon, on l'a reçu, hein, des idées sympas, mais le charisme d'un poulpe. Non. Si, non, t'as raison, je retire, c'est méchant pour le poulpe. Non, tout ça pour dire que oui, en fait, dans 3 semaines maximum, Michel est bien la grande favorite de cette élection. Alors, Michel, un mot vous incarne, l'élégance, hein, je dois le dire. Comme vous l'aurez compris, j'ai tendance à être un peu rude. Je me méfierais, ça commence mal. Non, j'ai vraiment tendance à être un peu rude avec la classe politique, mais pour vous, non, franchement, je vais rester juste parce que... Non, parce que sinon, il va être accusé de machisme. Alors, il est obligé de faire pas attention. du tout, ça, j'en ai rien. Si vous savez comme ils s'en foutent, ils s'en moquent. Non, mais 30 ans de carrière politique, présidente du RPR, comme vous l'avez dit, ministre de la Défense, Justice, Affaires étrangères, Intérieur, un quasi sans faute. La seule chose qu'on pourrait reprocher, c'est la Tunisie. Mais là encore, franchement, on ne connaît pas toutes les coulisses de cette affaire. Et en plus, vous avez assumé et démissionné. Donc non, franchement, Michel, si même la moitié des politiques étaient aussi compétents et honnêtes que vous, je pense que je voterai. Donc ça n'arrivera jamais. Alors, pour ce qui est de votre programme, on ne va pas s'y attarder non plus parce qu'il est plutôt cohérent et que vous allez le défendre tout au long de l'émission. Non, votre vrai problème, vous le connaissez, Michel, c'est votre communication. Hein. Vous le dites vous-même, vous êtes une très mauvaise communicante. Les réseaux sociaux, c'est pas votre truc. Votre compte Twitter, 26 000 abonnés. Ça peut paraître beaucoup, mais Fillon, Macron en ont 500 000, Mélenchon 1 million. Même Alexandre Jardin en a 60 000. Celui qui a le charisme du poulpe, c'est ça? C'est ça, exactement. Le seul candidat qui en a moins que vous, c'est Sylvain Durif, le Christ cosmique. Et je crois qu'il vous a passé cette nuit. Donc pareil pour votre chaîne YouTube, 70 abonnés. Bon, on va pas enfoncer le couteau dans la plaie, on a compris, hein, aujourd'hui, même Norman fait des vidéos, a plus de chances d'être élu que vous.
Mais pas de panique. Je suis pas du genre à critiquer sans offrir de solution. Michel, à partir d'aujourd'hui, je m'occupe de votre chaîne YouTube. Oula. Ouais, non, parce que votre vrai problème, Michel, en réalité, c'est que vous n'êtes pas aussi ridicule que les autres candidats. Tout simplement, il faut faire plus de jeunes, vous décoincer un petit peu. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, jetez un œil de l'autre côté de l'Atlantique. Michel, je vous dis au revoir. C'est cadeau, c'est pour vous. Attention, on s'accroche. Bonjour, c'est Michel. Je vais pas te la faire à l'envers, en France, c'est la demeure. Tu sais plus pour qui voter, tu penses qu'on est tous des enculés, alors cette semaine, laisse-moi te présenter 3 de mes idées. Tu vas pas le regretter? TMTC. Peut-être de trop, ça. Premier point, je m'engage solennellement. À chaque fois que nous virons un fonctionnaire, nous plantons un palmier. Avec ça, on fait une économie de 18 milliards d'euros, puis il y a le petit côté écolo. Deuxième point. Nous allons modifier la taxe carbone et pousser le concept un petit peu plus loin. Je m'engage à chaque fois qu'une personnalité dit une connerie sur le service public, je revendique l'immaturité et l'inexpérience politique. Devront payer une amende pour utilisation illicite de l'oxygène. Avec cela, nous économiserons plus de 2257 milliards d'euros par mois. Troisième mesure, écoutons la jeunesse. Et toi, mon petit, donne-nous ta solution pour sauver la France. Il faut légaliser le cannabis. Et voilà. Pas déjà vu quelque part, toi? Allez, tiens, un petit moment pour toi, tu l'as mérité. Hein? Bah alors, on dit merci qui? Zaki et Michel. Ok. C'est un choix. Je vous conseille pas forcément de retenir certaines de ces propositions, mais bon, on avance un peu plus sérieusement cette fois-ci avec nos jeunes citoyens qui sont en face de vous, qui pour la plupart d'entre eux vont voter pour la première fois. Donc c'est un acte important qu'ils réfléchissent mûrement. Vous savez pour qui vous allez voter déjà, première question ou pas? Absolument pas. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, c'est quand même un drame cette campagne, avouez. Non, c'est bien qu'ils attendent la fin pour avoir tout entendu et choisir finalement dans l'isoloir. Honnêtement, je pense qu'il y a plus de 60% des Français qui font comme eux. On a un public à saisir en tout cas. Ouais. Alors la première question, je pense qu'elle peut venir de Julie qui a une question sur l'éducation et sur l'avenir des jeunes, en particulier concernant les études. Alors déjà, merci d'être venu répondre à nos questions. Oui, la première parle des formations professionnalisantes. Il semblerait qu'en France, elles soient quand même particulièrement dévalorisées, notamment par rapport à l'Allemagne. Et c'est un processus qui est très bien décrit, d'ailleurs, par Michel Pialou et Stéphane Beau, que vous connaissez peut-être. Du coup, j'ai 2 questions. Est-ce que pour vous, c'est un problème? Et si oui, comment le résoudre? Alors, c'est un problème, évidemment, parce que si vous regardez le nombre de jeunes qui sont au chômage en Allemagne et le nombre de jeunes qui sont au chômage en France au même âge, vous voyez l'écart. Ce qui prouve que même si nous disons à satiété qu'on a la meilleure formation au monde, visiblement il y a un problème parce que cette formation ne débouche pas sur ce qui est quand même essentiel pour chacun, c'est-à-dire avoir un emploi. Ce que je constate souvent, c'est qu'il y a un grand écart, finalement, entre les formations dites générales et des formations professionnalisantes. Et qui manque justement cette expérience professionnelle. J'étais prof. J'étais prof de droit. J'ai eu des étudiants qui venaient de la formation générale. Bon, ils ont suivi le cursus, ils ont passé le bac, première année de licence, etc. Et puis d'autres qui avaient eu une expérience professionnelle et qui revenaient par la suite. J'en ai gardé le souvenir, effectivement, d'une différence de niveau totale entre les uns pour lesquels les études de droit étaient très abstraites et finalement c'était assez compliqué à retenir, et ceux qui ayant déjà une expérience professionnelle voyaient à quoi ça servait. Et donc ils apprenaient beaucoup plus vite. Et en même temps, ça avait de la chair, ce qu'on leur disait. Et donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut effectivement absolument intégrer la notion de profession très tôt. Et je vais vous dire, il faut même l'intégrer au niveau de l'orientation. Parce que je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que quand vous prenez des jeunes sortant, mettons, de l'école primaire, ils savent tous ce qu'ils veulent faire. Ils ne le font sans doute pas. Mais il y en a un qui veut être pompier, l'autre qui veut être pâtissier, la troisième qui veut être institutrice ou vétérinaire. Et puis, quand vous arrivez à 14 ans,
c'est-à-dire le moment où aujourd'hui on fait l'orientation, on s'aperçoit qu'ils ne savent plus trop qu'est-ce qu'ils veulent faire. Entre l'influence des parents, l'influence des copains, c'est surtout que c'est perçu comme une punition, en fait, les enseignements professionnalisants. Et l'enseignement professionnel est perçu comme une punition. Donc moi, j'ai une idée qui n'est pas évidente, qui est très iconoclaste, et que certainement tous les services d'orientation de l'éducation nationale et un bon nombre de profs, et surtout les syndicats de profs, trouveront débiles, ou en tous les cas qu'ils combattront. Ça consiste à dire, utilisons la motivation. Finalement, on fait bien les choses. On se bat pour quelque chose qu'on a envie de faire. Eh bien, utilisons le fait que quand il y a des jeunes qui ont envie de faire quelque chose qui est très professionnel, il faut leur permettre de le faire. Il faut d'ailleurs probablement les aider en faisant venir les parents ou d'autres professionnels pour leur dire quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de chaque métier. Qu'est-ce qu'il faut avoir, en quoi faut-il être bon, même si c'est bizarre, pour être chirurgien, il faut être bon en maths. Et en sciences. Il y en a qui n'aiment ni les maths ni les sciences. Ils ont peut-être intérêt à s'orienter vers autre chose. Mais peu importe. À ce moment-là, vous avez des jeunes qui, sachant que leurs études vont leur permettre de faire ce qu'ils ont envie de faire, seront beaucoup plus motivés et travailleront plus facilement. Bien entendu, on a le droit de changer d'avis. Et c'est là aussi où je dis il faut que cette éducation nationale que nous avons soit plus souple qu'elle ne l'est. On est encore sur le modèle qui date du début du XXe siècle, où, pour alphabétiser, et ça a servi à ça, parce qu'on avait un pays où il y avait beaucoup d'analphabétisme. On est arrivé à avoir 90% de gens qui, effectivement, arrivent à avoir un minimum de choses. Mais pour ça, on a décidé, c'était le modèle, il fallait que tous les élèves du même âge soient à la même heure, dans des écoles semblables, en train de faire la même dictée. Bon, ça ne marche plus. On est au XXIe siècle, il y a des tas de façons d'apprendre, il y a des tas de moyens d'apprendre, et on peut introduire de la souplesse. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il faut partir de la motivation des jeunes, en disant, peu importe ce que penseront les parents, si au début ils ont envie de faire ça, on leur fait faire ça. S'ils changent d'avis en cours de route, on doit avoir des systèmes de passerelles qui leur permettent, moyennant un effort supplémentaire, 3 mois ou 4 mois de remise à niveau, de réintégrer la nouvelle formation. C'est pas abstrait ce que je dis, je l'ai fait. Quand j'étais à l'Éducation nationale, mon premier ministère, au tout début, en 86, c'était en 88 plus exactement que je l'ai fait, ce que j'ai fait, il y avait des élèves qui avaient fait une formation littéraire et qui avaient envie d'aller à la Polytechnique. Nous nous sommes mis d'accord avec les enseignants de Polytechnique, avec des enseignants d'un certain nombre de grandes écoles. On les a pris, on leur a fait faire 4 mois où ils en ont bavé certainement pendant toutes leurs vacances, à faire une remise à niveau de maths et de sciences. Mais il y en a 80% d'entre eux qui ont intégré Polytechnique et qui sont sortis de Polytechnique. Et on a fait la même chose pour les grandes écoles. Alors, ce qui a été possible, je crois qu'on l'avait fait sur 25 élèves, c'était juste un petit exemple, il n'y a aucune raison, avec les moyens dont nous disposons aujourd'hui, qu'on ne puisse pas le faire pour tous. Et là, vous réglez un des problèmes qui est celui de la dévalorisation de l'enseignement professionnel. Mais deuxièmement, ce qu'il faut aussi, c'est permettre d'avoir dans des études une connaissance très concrète de ce qu'est la réalité des métiers. Et moi, je suis pour le développement de l'apprentissage. Excusez-moi, je termine là-dessus et je passerai la parole à mon Parce que je suis trop longue, mais ça, je l'avais prévenu. J'avais entendu ça. Mais vous me parlez de Polytechnique, alors que justement, le problème, c'est qu'un enfant en 3e ne va pas s'orienter tout seul vers la plomberie, par exemple. Parce que c'est trop tard. Parce que il pensera que c'est pas un métier valorisant pour lui et il aura raison dans l'état des lieux. Donc ma question, c'était plutôt comment revaloriser ces professions dont de toute façon on a terriblement besoin et non pas pour à terme pouvoir accéder à Polytechnique après avoir fait 3 ans de plomberie. Vous ne m'avez pas bien écouté. Ce que je vous ai dit, c'est que au début, quand vous avez effectivement une orientation qui est faite plus tôt, c'est-à-dire à un moment où en général les jeunes ont envie de faire des choses. Être pâtissier, c'est pas non plus aujourd'hui très valorisé. Et pourtant, vous avez beaucoup d'enfants qui ont envie de faire ça. Eh bien, il faut les aider à le faire. En ayant une certaine soupape de sécurité, en disant, si brusquement... Pour leur permettre de se réorienter. Exactement, il faut qu'ils puissent se réorienter. Et c'est ça ce que ça veut dire. Alors,
Ensuite, il y a autre chose à faire, effectivement, pour valoriser des métiers, mais il faut peut-être en parler davantage. Ça, c'est plus le problème des professionnels que ça n'est le problème de l'école. Alors, on va enchaîner maintenant, parce que puisqu'on est dans les jeunes et dans l'éducation, on va redescendre encore la moyenne d'âge, puisque Romain Clouet, notre reporter, est allé à la rencontre des plus jeunes d'entre nous, alors eux qui voteront dans 10 ans. Enfin, vous êtes compris dans le lot ? Non, malheureusement, plus depuis longtemps. Ils ont entre 6 et 10 ans. Il est allé leur poser des questions élémentaires de la politique. Regardez. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Bonjour, bienvenue les enfants de la politique. Est-ce que tu aimerais qu'un jour il y ait une présidente ? Oui. Oui, ça pourrait. Oui, peut-être. Ça dépend. Ça dépend de quoi ? Du comportement et ce qu'ils amélioreraient. Les filles commandent mieux, on dirige mieux. Les Allemands, ils ont bien une chancelière et ça se passe très bien, alors ça pourrait changer. C'est ce nous avons besoin peut-être. Je suis une fille et j'aimerais qu'il y ait une fille en présidente et voilà. Est-ce que tu penses qu'il te faudrait avoir exactement le même nombre d'hommes que de femmes dans la politique en France ? Oui. Non. Oui. Je vois pas pourquoi il y aurait plus de l'un que de l'autre. Tout le monde a le droit de participer, qu'il y a autant de filles que de garçons. Donner plus d'importance aux femmes dans ce milieu-là. Les femmes n'ont pas assez de pouvoir. Les droits politiques, ils sont pas toujours bons envers les femmes. Souvent, elles font le plus de choses. Il faut qu'on soit égaux. Elles sont pas assez respectées. Qu'il y ait plus de femmes qui se présentent en tant que présidente. Tu penses qu'il faut qu'il y ait plus d'hommes ? Oui, parce qu'ils sont plus... ils se montrent plus. Et qu'est-ce que tu ferais si papa ou maman était président de la République ? Aucune idée. Je serais leur assistant. Alors là, je sais pas. J'allais être président. Je leur demanderais de donner de l'argent aux pauvres. Je leur dirais ce que je pense et je leur obligerais de faire ce que je leur dis. Je leur donnerais des conseils, des idées, surtout pour moi aller à l'école. Je serais comme les autres. Tu changerais pas ? Oui, voilà. Je vivrai à l'Élysée peut-être, mais c'est tout. Papa, maman, s'ils seraient président, mais ça va rien changer, c'est quand même pareil. Quand tu seras président, qu'est-ce que tu vas faire ? Améliorer notre pays. En faisant quoi ? En construisant des grandes villes et d'aider les pauvres. Déjà, je réglerai les problèmes, les crises et tout ça. Ceux qui fument, je leur dirais d'arrêter parce que c'est pas bien pour la santé. Je ferais construire un McDonald's dans les écoles. De faire attention et regarder bien les panneaux pour les voitures. J'allais faire interdire de vieillir. Et puis ensuite, j'aurai plus qu'à entretenir le pays et puis voilà. Ça vous inspire ? Moi, je les trouve géniaux, parce que finalement, ils disent des choses très spontanément, avec beaucoup de bon sens, et ils ne sont pas formatés. Par la suite, effectivement, un peu trop souvent, on leur dit c'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça qu'il faut voir. Là, c'est très spontané, et je trouve que c'est très, très intéressant. Valentin aussi, il est un peu spontané, vous allez voir. Bonjour. Bonjour. Alors moi, je vais être en opposition avec ma collègue. En fait, je vais parler des universités. Donc aujourd'hui, c'est quand même 1,6 million d'élèves après le bac qui s'orientent vers les universités. Pour moi, c'est 1,6 million d'élèves qui sont délaissés. On a des diplômes de plus en plus dévalorisés. On peut avoir une très belle licence en sciences humaines et être au chômage juste après. Qu'est-ce que vous voulez faire pour les universités vis-à-vis de ça ? Je pense que les universités ont quand même beaucoup progressé au cours de ces dernières années. Malheureusement, elles ont progressé à la marge du système universitaire. C'est-à-dire qu'on a vu de plus en plus de création d'instituts ou d'écoles rattachées à l'université. Mais ça prouve aussi que le système universitaire tel qu'il est ne fonctionne pas, puisqu'on est obligé de trouver un système extérieur. Alors, il faut regarder, là aussi, les problèmes d'orientation. Finalement, on entre à l'université sans savoir trop ce qu'on veut faire. Exactement. Trop souvent, juste pour repousser le moment auquel on va travailler. Et on a parfois en face de soi des profs qui ne sont pas très motivés et pas très motivants. Alors une fois qu'on a posé ce diagnostic, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je crois qu'il faut redonner du sens à l'université. Il y a d'une part la formation à finalité professionnelle. Et il faut remplir ce besoin.
Mais il ne faut pas oublier que l'université, de tradition, c'est aussi tout le domaine de la recherche. C'est aussi tout le domaine de la spéculation intellectuelle. Et ça, c'est un côté qui a été complètement gommé au fur et à mesure des années, parce qu'on a voulu que tout le monde fasse tout, résultat, personne n'a fait rien. Et je crois qu'il faut mieux redistinguer les deux, avoir une orientation universitaire qui s'appuie davantage à la fois sur les goûts, bien sûr, mais aussi sur les capacités de ceux qui vont rentrer dans la filière à la suivre jusqu'au bout. Il y en a un peu ras-le-bol de l'échec successif. On commence par faire médecine, comme on échoue en médecine, on va faire pharmacie, comme on échoue en pharmacie, on va faire du droit. On finit ministre. Il y en a peut-être, je ne sais pas. Ça ne m'étonnerait pas dans le gouvernement actuel. Bon, passons. On ne fait pas de politique politicienne? Non, enfin on peut aussi. D'accord. Mais si vous voulez, là je crois effectivement qu'il faut mieux serrer, redonner du sens en quelque sorte aux études universitaires. Et surtout face aux écoles en fait. Moi j'ai vraiment un problème vis-à-vis de ça, face aux écoles privées qui maintenant, tu sors d'une école, on parlait de Polytechnique, les écoles de commerce, face à une licence ou un master d'économie, c'est pas égal. C'est pas égal et face à un CV pour un jeune de mon âge qui voudrait rentrer dans une entreprise, on va malheureusement privilégier l'école de commerce. Et aujourd'hui, on rate Sciences Po, on fait la fac. Vous avez raison, c'est tout à fait exact. C'est vraiment un refuge et c'est pas normal. C'est pas que c'est pas normal, c'est une réalité. Alors, une fois qu'il y a la réalité, on essaie de regarder qu'est-ce qui ne va pas. Alors, l'école, c'est vrai, elle a pour but, et c'est pour ça d'ailleurs que l'embauche à la fin des années d'études est presque automatique, parce qu'elle est faite pour préparer les gens à un métier. Et c'est d'ailleurs ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous avez des facs qui, aujourd'hui, font la même chose à travers leurs instituts, avec le même résultat, d'ailleurs. Ceci dit, moi je vais vous dire une chose. Si c'est trop professionnalisé et trop axé sur un métier particulier, c'est un problème pour la personne dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que le métier que vous allez faire va être suivi de beaucoup d'autres métiers. Il va complètement se transformer. Ça, je le disais d'ailleurs déjà quand j'étais à l'Éducation nationale, en disant attention, on forme les gens à des métiers pour dans 2 ans ou dans 5 ans, mais ils ont devant eux 30 ans de vie professionnelle et il va falloir qu'ils puissent s'adapter à des métiers qui changent. Eux-mêmes vont changer de branche et vont changer de métier. C'est ça la réalité. Et donc l'intérêt de la formation générale, et c'est pour ça que d'ailleurs qu'il faut que son niveau soit suffisant, c'est justement de donner les ouvertures, les capacités nécessaires pour ensuite pouvoir faire ces réorientations. Ce que des formations trop professionnalisées ne permettent pas. Alors, il y en a un qui n'a pas parlé ici, c'est Talbi, qui lui vient de Villeneuve-la-Garenne. Non, moi j'ai déjà beaucoup trop parlé. Et donc Talbi, lui, il est au contact des jeunes souvent en difficulté. Il a d'ailleurs monté une super association qui s'appelle RDV. Exactement. Oh. Respect des valeurs. Respect des valeurs, c'est pas beau ça. Et Talbi, tu as des questions à l'ancienne ministre de l'Intérieur. Beaucoup de questions. Donc bonjour. Bonjour. Je suis ravi justement de débattre avec vous. Aujourd'hui, moi, je suis venu pour justement de parler des jeunes aujourd'hui de tous les quartiers de France. Parce que moi, je suis issu de Villeneuve-la-Garenne, donc j'ai une association qui collabore avec la police nationale, les pompiers. Donc c'est un projet. Et la défense, non? Pas encore. Non, parce que, rappelez-vous ce que j'ai fait comme ministre de la Défense, c'était une de mes préoccupations, et c'est comme ça que j'ai créé ce qu'à l'époque on avait appelé Défense Deuxième Chance, qui sont les EPID, destinés à ce que des jeunes qui sont en difficulté d'intégration sociale notamment, sur une base volontaire, puissent devenir pensionnaires dans des établissements où il y a un encadrement qui est fait par des gens de l'Éducation nationale, mais aussi par d'anciens militaires, pour leur permettre de faire le rattrapage scolaire, le rattrapage comportemental. Je pense qu'on doit se rejoindre avec ce que vous faites dans votre association, et pour les amener, grâce à des contrats que j'avais passés avec des grandes entreprises, en sortant de là, à avoir un CDD ou un CDI, dans 80% des cas, et de façon à les ramener à ça. Donc c'est pour ça que je vous demandais si vous aviez travaillé avec la Défense, parce que ce que vous faites me paraît correspondre un peu à ça. Elle est toute récente, ça fait 24 mois maintenant. Ah d'accord. Donc du coup, j'accompagne beaucoup les jeunes. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai vu que la génération entre 16 et 25 ans, il y a un gros problème. Vous avez des jeunes déscolarisés qui sont sans emploi. Et
Moi, je les accompagne directement à la NPE, pour essayer, même malgré qu'il y a les lettres de motivation, les CV, quand ils arrivent pour un permis qui arrive, c'est toujours compliqué. Il y a certains jeunes qui viennent me voir aussi pour un permis D, un permis C. Ils disent soit c'est le conseil régional ne finance plus, il y a toujours un problème. Donc du coup, nous, en tant que président d'association, on accompagne les jeunes dans pas mal d'actions, dans la prévention, mais si ça ne suit pas derrière, on n'est plus crédible. Donc moi, aujourd'hui, je pense que toutes les personnes qui sont présidents d'associations, qui suivent le même chemin que moi, aimeraient bien qu'il y ait plus d'investissement, que l'État nous suive pour qu'on puisse accompagner ces jeunes-là. Alors, si vous voulez, sur ça, vous avez raison de dire que les associations ont un rôle tout à fait essentiel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand j'étais à Jeunesse et Sport, là aussi, moi, j'essaie de faire de la politique qui ne soit pas simplement du discours, mais qui soit des réalisations. Et je m'appuie sur ce que j'ai fait. Donc, à l'époque, j'ai créé une fondation qui s'appelle la Fondation du bénévolat, qui est destinée à aider les gens qui sont des bénévoles, notamment, dans les associations, parce que je crois que les associations font un travail en France qui ne peut pas être fait par l'État ou les collectivités territoriales. Si on n'avait pas les bénévoles, ça coûterait tellement cher que dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, dans le domaine social, qui est le vôtre, personne ne pourrait le faire. Donc il est très important d'aider effectivement ce genre d'association. Alors, ensuite, c'est un peu la béquille de l'État, les associations, hein, c'est ça ? Oui, c'est plus que la béquille de l'État, parce que si on regarde bien, dans les domaines que je viens de dire, si vous n'aviez pas les associations, c'est 70% probablement de l'activité qui ne serait pas assumée. Mais c'est vrai que les associations se sentent seules sur le terrain, quoi. Alors les associations, et surtout les gens qui dirigent les associations, et le problème c'est d'ailleurs qu'on a de moins en moins de bénévoles, parce qu'il faut être très motivé effectivement pour... moi ça m'est arrivé justement dans des secteurs entre villes où il y avait des affronts, où on a pu justement négocier avec les médiateurs des autres villes voisines pour désamorcer des conflits, c'est-à-dire en même temps avec les animations sportives, etc. Tout à fait. Mais quand j'étais ministre de l'Intérieur, il y a eu des émeutes qui ont eu lieu, c'était à Villiers, je crois. Et effectivement, je suis passée par des associations, par des amis aussi qui sont issus de ces villes et qui étaient devenus notamment des grands champions sportifs, comme Dida par exemple, et qui m'ont beaucoup aidé à rétablir le dialogue, parce qu'il y a un problème de méfiance réciproque. Et la première des choses, si on veut avancer, c'est qu'il y ait une confiance qui puisse s'établir avec les responsables des associations, mais également avec les pouvoirs publics. Et d'ailleurs, je le dis très clairement, avec la police. C'est indispensable aussi. Alors justement, ça fait partie des arguments, des questions que Talbi va vous poser sur la présence de la police de proximité dans les quartiers. On va faire une toute petite pause en attendant, parce qu'il y a une autre personne qui a beaucoup travaillé sur votre cas en attendant cette émission. Il s'appelle Cédric Mizidi et il va dresser votre portrait 2.0. D'accord ? Ça arrive. Me voilà. Salut Cédric. Bonjour tout le monde. Bonjour madame la Bonjour ministre. Cédric. Alors Michel Alliot-Marie 2.0, c'est un compte Twitter, un compte Facebook, un compte Instagram, un site de campagne et une chaîne YouTube. Twitter et Facebook sont vos deux médias sociaux les plus suivis. Vous avez un peu plus de 26 000 followers sur Twitter et près de 12 000 fans sur Facebook. Et quand on voit la courbe de vos influences, ça progresse nettement, avec une petite baisse hier ou avant-hier. Ah, c'est jour par jour que Oui, parce que je crois qu'il y a un post qui concerne un article du Figaro qui a été un peu moins retweeté. Donc il faut faire attention à la qualité de vos tweets, c'est très très important. Ensuite, tu vas voir, après les enfants de la politique, ça va décoller à une vitesse incroyable. Tu prêches un convaincu. Ensuite, j'ai visité votre profil LinkedIn et en parcourant votre CV, plusieurs choses m'ont sauté aux yeux. Vous avez été ministre sans interruption de 2002 à 2011, c'est-à-dire 9 ans d'exercice non-stop. Vous êtes la seule personnalité politique française à avoir occupé les 4 ministères régaliens. L'intérieur, la justice, la défense, les affaires étrangères. Mais mieux encore, vous êtes la seule femme à avoir été ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur et la seule femme à avoir été ministre des Affaires étrangères. Chapeau.
Après une carrière aussi dense, on a tendance à penser que vous devriez avoir la satisfaction du travail accompli, mais pas du tout. Vous souhaitez devenir donc présidente de la République, d'où votre présence ici, ce qui, de mon point de vue, est un peu irrationnel, d'où ma première question. Pourquoi le personnel politique français a tant de mal à passer la main ? Je ne pense pas qu'on ait du tout du mal à passer la main. Très sincèrement, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ambitionne pas de devenir député. On m'a proposé des circonscriptions que j'ai toutes refusées. Et il n'y a aucun ministère que j'ai envie d'occuper. Même dans le 92 ? Pardon ? Même dans le 92 ? Même dans le 92, j'ai dit non à tout. Donc, c'est très clair. Comme j'ai occupé les plus beaux ministères, je ne vois pas l'intérêt d'en occuper d'autres. Pourquoi est-ce que je vais être présidente ? Pour une raison très simple. C'est qu'à travers tout ce que j'ai fait, je n'ai jamais été en situation d'arbitrage définitif. Autrement dit, je pouvais faire à peu près ce que je voulais dans mon secteur, en me bagarrant un peu avec le ministère des Finances, ça c'est classique, mais en demandant l'arbitrage du Premier ministre ou surtout du Président de la République. Dans les ministères régaliens, on demande l'arbitrage du Président de la République. Et c'est pas moi qui décide de l'arbitrage. Avec Chevènement, un ministre, soit on est d'accord, soit on ferme sa gueule, soit on démissionne. Non, un ministre, il doit s'exprimer, il n'a pas besoin de s'exprimer dans la presse. Il doit s'exprimer vis-à-vis du président. C'est une question aussi de loyauté, puis c'est une question de fierté personnelle. On dit ce que l'on veut. Et puis ensuite, effectivement, on fait ce choix. Moi, je n'aurais jamais fait quelque chose dans le secteur qui était le mien de contraire à ce que je pensais. Et ça, tout le monde en était averti. C'est d'ailleurs comme ça qu'on se fait respecter et en général qu'on gagne ses arbitrages. Mais encore une fois, ce n'est pas moi qui ai arbitré, effectivement, entre ce qu'il fallait faire dans un secteur qui n'est pas le mien, que l'économie, où devait-on mettre l'argent, etc. Et moi, ce que j'ai envie, effectivement, maintenant que je sais de l'intérieur comment ça se passe, que je sais dans chacun des ministères les plus importants qu'est-ce qu'il y a, quels sont les enjeux, qu'est-ce que l'on peut faire, eh bien, je veux pouvoir donner cette impulsion. Et c'est pour ça, et uniquement pour ça, que je me présente. Très bien. De 1993 à 1995, vous avez été, donc vous l'avez dit précédemment, ministre de la Jeunesse et des Sports, et à ce titre, vous étiez amené à échanger, à débattre avec des jeunes sur les plateaux de télé. D'ailleurs, j'ai retrouvé sur Dailymotion une vidéo d'un échange houleux entre vous et un rappeur bien connu. On en regarde cet extrait. Alors, moi, je vous vois sourire, c'est super. Mais je lis pas l'urgence sur votre tête. Moi, j'ai un problème, j'ai un décalage avec tout ce qui se dit. Moi aussi, j'ai un décalage, puisque si j'ai bien compris ce qu'on disait tout à l'heure... Que vous ayez un décalage, c'est certain. De toute façon. Oui, non, vous inquiétez pas. C'est certain. Rien que je vous vois sourire tout le temps, je me dis, ouais, c'est certain qu'il y a un décalage là, il n'y a pas de problème. Quoi qu'en dise Joey Star, il est très bien votre sourire. Mais il n'a pas tout à fait tort. Comment vous dire, en 2015, des internautes ont remarqué que les jeunes qu'on voit sur votre site internet sont en fait des militants chiliens et non de vrais militants. En 2016, vous recommencez, mais cette fois, vous achetez vos jeunes dans une banque d'images américaine. Bon, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je comprends pas. Il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de collège, de lycée, d'université dans votre quartier. Qu'est-ce qui se passe, madame? Je ne peux pas vous laisser comme ça. Il faut absolument que je vous apprenne à parler aux jeunes. Et pour cela, je vais vous donner quelques conseils, quelques hashtags un peu cool qui vont vous mettre un peu à la mode. WTF, ça vous dit quelque chose? What the fuck? What the fuck? On va pas traduire, c'est un peu vulgaire. Bon. Pourquoi vous traduisez pas? Alors, ok, qui est timide brusquement? Non, mais il faut pas rougir comme ça. Non, je vais pas rougir, mais disons que bon, what the fuck. Bon, genre François Fillon vous appelle, il vous dit retirez votre campagne, hashtag. Bon, alors, OMG, ça vous dit quelque chose? OMG, vous savez ce que ça signifie, OMG? Ça veut dire Oh my God. Genre Marine Le Pen élue présidente de la République, Oh my God, hashtag Oh my God. Ah, vraiment, allez-y avec le smiley, faut pas hésiter. Bon, MDR, ça vous dit quelque chose? Mort de rire. Mort de rire. Vous connaissez Saint-Michel, mort de rire, non? Non, mais j'attends de savoir ce qu'il va en dire. Ben, genre, Nicolas Dupont-Aignan dit qu'il va être président de la République. MDR, on rigole, personne n'y croit. OKLM, vous savez ce que c'est? Au calme. Alors au calme, c'est genre on est cool, on est vraiment bien, pépère. Donc en fait l'idée, vous êtes présidente de la République, vous postez hashtag au calme. Et vous pouvez même rajouter TMTC, toi-même tu sais. Ça fait bien. Ou enfin, on vous envoie, alors Madame Mario-Marie, vous êtes élue présidente de la République, quand est-ce que vous allez emménager à l'Élysée? Et là vous répondez hashtag ASAP.
As soon as possible. Et vous diriez as soon as possible. Bien. Il faut complètement dingue. Bref, enfin, pour la grandeur de la France, c'est l'un de vos slogans de campagne, qui n'est pas sans rappeler Make America Great Again de Donald Trump. Alors, et il me l'a piqué. D'ailleurs, je suis en train de me demander comment sincèrement, c'est lui qui me l'a piqué. Il a été élu après moi. Eh ben, j'ai trouvé une vidéo où vous répondez. On regarde l'extrait. C'est Trump qui vous a copié. Eh bien, c'est Trump qui m'a copié, mais après tout, encore une fois, je ne vais pas lui réclamer de droit d'auteur. Il a suffisamment de difficultés pour construire son mur. Oui, mais enfin, il aurait suffisamment d'argent pour vous les payer. C'est un autre problème. Eh bien, Donald Trump n'est pas la seule personnalité politique de premier plan à s'être inspiré de vous. Emmanuel Macron aussi, il est allé de son petit copiage, pas très élégant. Et vous l'avez d'ailleurs invité sur Twitter à rejoindre votre campagne présidentielle. D'où ma dernière question, êtes-vous Macron compatible? Demandez-lui à lui. C'est ça. Moi, vous savez, je suis gaulliste. Donc, c'est simple. Je dis, tous ceux qui partagent mes idées me suivent. Très bien. Ils me rejoignent. Je les appelle à le faire. Et pourquoi pas Emmanuel Macron, s'il veut être compatible avec mes idées. Hashtag, on verra. Boris, on se reparle. Madame la ministre, on se revoit à ça. On se revoit. Salut Cédric. Merci beaucoup. On continue avec une dernière session de questions avec nos jeunes citoyens. Talbi, on continue avec toi. Donc, justement, l'association RD Respect des valeurs, on a monté un projet qui s'appelle Rugby Citoyenneté. Ah, ça c'est bien. Donc, du coup, j'ai... Vous avez un ballon, là? Est-ce que vous savez faire une passe sans en avant? Non. Ah, bah voilà. C'est plus mes éducateurs. Mais je vais vous apprendre. Mais votre père était entraîneur, c'est ça? Non, il était arbitre. Donc, le projet rugby est en partenariat avec les pompiers, la RATP. Et la fédération, j'espère. Le CCMG de Gennevilliers, pas encore. En fait, on a fusionné aussi avec un club de... Vous pouvez faire quelque chose ou pas? Oh, on va pouvoir les aider. Ah, la corruption en politique, ça sert à quelque chose. Non, là c'est pour le rugby. Parce que je pense que c'est une formidable école. Donc, on intervient dans les collèges de Villeneuve-la-Garenne, chez les 5e. On a 18 classes qui fait 420 élèves. Et il y a un message qui est passé, le respect des transports, c'est-à-dire quand on rentre dans un bus, on met le ticket, on rentre pas par là, etc. Respect des pompiers aussi quand ils interviennent pour un malaise ou pour un incendie. Pareil pour la police. Donc, il y a un échange qui est fait, c'est la partie théorique. Et on a la deuxième partie sportive sur les terrains avec les éducateurs et toujours avec les mêmes institutions pour faire le rapprochement des liens et pour qu'ils puissent savoir leur fonction de tous les jours. Donc le projet, là, on est sur la deuxième édition et la prochaine partie, c'est le 24 et 25 avril sur les terrains. Très bien. Une question. Écoutez, moi, il y a une chose que je voudrais vous dire. Ce que vous faites est très important, mais ce n'est pas théorique et pratique. C'est finalement la même chose. Parce que la première difficulté qu'ont les jeunes dont vous vous occupez, c'est de savoir comment se comporter avec les autres. Et c'est comme ça qu'on va les accueillir. Quand ils vont chercher un emploi, c'est ça aussi. Savoir que le matin, quand on rencontre quelqu'un, on lui dit bonjour. Savoir qu'on s'habille, on a une tenue qui correspond aux personnes que l'on va voir. Savoir qu'on arrive à l'heure. C'est ça aussi. Quand je parlais de l'apprentissage comportemental dans les centres défense deuxième chance, c'est ça. Et c'est la première chose. Enfin, le respect entre nous, Michel, ça va aussi dans les deux sens. On a vu quand même que la police, parfois, ne respectait pas toujours mais tout le monde. Je suis bien d'accord avec vous, et c'est la raison pour laquelle aussi, moi, quand j'étais ministre de l'Intérieur, j'ai recréé, pas ce qu'on appelait la police de proximité, parce que je trouve que les policiers doivent être là pour faire leur travail, leur métier, mais qu'ils le feront d'autant mieux qu'ils connaissent les gens au milieu desquels ils travaillent. Et donc j'ai créé ce qu'on appelait à l'époque les unités territoriales de quartier, pour que les policiers, le matin, rentrent dire bonjour aux commerçants. Vous aimez bien les sigles, hein, vous Non, pas spécialement. L'unité territoriale de quartier, oui, ça dit ce que ça veut dire, c'est-à-dire des policiers qui sont affectés à un quartier et à qui je demande d'être à pied, de rencontrer les gens. Mais t'es favorable, toi, à un retour de la police de proximité? Moi, je suis favorable. Bien sûr, mais attendez, les premières victimes des problèmes d'insécurité, ce sont les gens qui vivent dans les quartiers les plus difficiles. Et ils doivent comprendre, et les policiers doivent de même comprendre, qu'ils sont là pour aider ces personnes. Et cela permet d'isoler ceux qui sont des délinquants et qui finalement donnent une très mauvaise image à tout le monde. Moi, c'est ce qu'on m'a toujours, parce que moi, j'aime bien aller directement sur le terrain. Et j'y suis allée comme ministre, et j'y suis allée quand je n'étais pas ministre aussi. Et ce que m'ont dit les gens, c'est qu'on a
on en a assez d'être stigmatisé. Quand on vient d'un quartier, on ne regarde même pas notre CV, nous savons que nous serons d'ores et déjà écartés. Et bien ça, c'est pas possible. Exactement. Parce que moi, je suis attachée à ce que tout le territoire soit traité de la même façon. Je suis pour un aménagement du territoire où chacun se sente bien là où il est et où chacun se sente aussi valorisé. Et donc, ce qu'il faut, c'est effectivement Entre nous, on est tous de votre avis, là. Ben oui, mais il faut faire aussi les choses concrètement. Moi, j'ai essayé de le faire à travers notamment ces unités territoriales de quartier. J'ai essayé de le faire en sens inverse, si je puis dire, en apprenant à des jeunes qui, souvent dans leur propre famille, n'avaient jamais vu ni des gens se lever à l'heure parce que leurs parents et leurs grands-parents ont été chômeurs, qui n'avaient jamais vu comment on fait un lit. Il y en a qui me l'ont dit, qui ne savaient pas que le matin on dit bonjour. Ben, tout ça, il faut le leur apprendre. Et effectivement, une association... Tout le monde à l'armée. Mais pas du tout. Mais une association comme la vôtre, ça doit être un de ses rôles. Et le sport sert aussi à ça. Et comme ministre de la Jeunesse et des Sports, je l'avais vu, parce qu'on avait déjà eu des problèmes, effectivement, avec les jeunes à l'époque, et j'avais essayé de faire en sorte, notamment que dans ces quartiers, le premier apprentissage, quand vous faites, je ne vais même pas vous dire du rugby, je vais vous dire de la boxe, vous saluez celui contre lequel vous allez combattre. Ben, vous aviez des gens qui n'avaient jamais salué personne. On apprend d'abord ça. L'école est le sport est une école. Et le rugby en particulier, parce qu'effectivement, ça apprend aussi la solidarité. On est dans une équipe. Ça, c'est l'élu du Sud-Ouest qui parle. Il y a la troisième mi-temps, ça c'est encore plus ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est combattu, on est capable de respecter celui contre lequel on s'est battu et on va ensemble se bourrer la gueule. Oui, vous voyez, ça c'est notre différence culturelle. C'est vrai que j'ai encore un peu de langue de bois. J'ai dit on va prendre un coup ensemble, vous vous dites se bourrer la gueule. Bon, voilà. Bon, l'heure passe très très vite, Michèle Alliot-Marie. Vous avez dit que je parlais beaucoup. On va devoir se séparer de nos trois jeunes citoyens ici. On va se dire au revoir. Merci beaucoup de votre participation. On va enchaîner avec la question du stagiaire de notre partenaire. Il s'appelle Théophile Larcher. Il bosse dans la rédaction du Huffington Post. Écoutez-le. Il a une question très précise et très directe à vous poser. Bonjour Michèle Alliot-Marie, je m'appelle Théophile, j'ai 23 ans, je suis stagiaire au HuffPost. Vous avez déjà occupé toutes les fonctions régaliennes de l'État. Vous avez à 70 ans l'un des CV les plus respectables de la Ve République. Oui, mais vos références ne sont pas les miennes. Je ne sais pas ce que veut dire qu'être gaulliste ou chiracien. Je veux croire en la nouvelle génération, celle qu'incarnent Emmanuel Macron, Marine Le Pen ou Benoît Hamon. Vous avez participé à un système dont je ne veux plus. Michèle Alliot-Marie, ne pensez-vous pas qu'il est temps de laisser la place aux jeunes générations ? Ah, la question est bonne. La question est bonne, tout à fait. Et moi, je vais dire, il faut que les jeunes générations entrent en politique, probablement plus qu'elles ne l'ont fait. D'un autre côté, débarquer comme ça, quand on voit le monde dans lequel on est, quand on sait qu'on n'est pas seul sur la planète, et que, par exemple, en Europe, il y a un certain nombre de règles. Comment est-ce qu'on fait avancer une idée en Europe ? C'est pas en 10 ans. Comme l'avait dit d'ailleurs François Hollande, j'arriverai, je changerai tout. Il n'a rien changé du tout parce qu'il ne connaît pas la façon dont ça se passe. Moi, j'ai eu la chance, effectivement, de le vivre comme ministre de la Défense et dans un certain nombre d'autres ministères. Quand on arrive, on a déjà pris contact avec certains de ses partenaires. Et puis là, effectivement, quand on n'est que 5 ou 6 autour de la table, on peut arriver en disant « j'ai un projet qui est déjà approuvé par temps ». Et là, vous faites changer les choses. Alors, au sein du gouvernement, c'est exactement la même chose. Alors, ce que je dis simplement, c'est que pour bien faire, il faudrait effectivement qu'un gouvernement reflète exactement la population française. Dans la population française, il y a des gens qui sont plus âgés, il y a des gens qui sont plus jeunes, il y a des gens qui sont expérimentés, il y a des gens qui sont inexpérimentés. Et moi, je pense que je suis là aussi pour passer le témoin et pour former des gens pour qu'ils puissent s'occuper, comme j'ai eu la chance de le faire, les plus beaux et les plus grands ministères. Donc on a compris, la grande mode en ce moment, c'est de se proclamer le candidat anti-système. Vous, c'est exactement l'inverse. Vous dites, moi, je connais le système, donc je vais vous montrer comment ça se passe. On en a besoin, mais attendez, il ne faut pas être naïf non plus. Quand vous avez une guerre, comment vous allez faire ? Vous allez arriver comme ça et en disant, je ne sais pas comment ça se passe ? Certains pensent même qu'il y a encore un bouton pour le nucléaire. Ce n'est pas le cas. Vous avez vu, un nouveau petit jeune vient de nous rejoindre. Et c'est pas n'importe qui, c'est Pierre Cazeneuve, mesdames, messieurs, à la tête et fondateur de Allons Enfants, donc un parti au-dessus des partis. Et il a lui aussi des questions à vous poser. C'est la dernière séquence de cette émission, c'est notre face-à-face.
Ça dure combien de temps? 10 minutes, et ça va saigner. Allons-y. Bonjour madame. Réciproquement, hein? Ouais. D'accord. Bonjour madame la ministre. Bon, déjà, Bonjour. je suis ravi d'être là aujourd'hui pour échanger avec vous. Vous avez une belle chemise pour l'occasion, pour faire plaisir à ma grand-mère qui nous regarde. Vous n'avez quand même pas mis la cravate. J'ai pas mis la cravate, non, mais elle est plus fan de vous que de moi en politique pour l'instant, mais donc voilà, je tenais à préciser. Ça viendra. J'allais vraiment partir un peu plus sur le côté des idées, mais il y a quelque chose que vous avez dit dans l'émission qui m'a pas échappé, et vous avez dit les élus n'ont aucun problème à laisser leur place. Juste pour remettre un peu si vous avez dit, il y a 15 minutes. Donc juste pour remettre un peu des chiffres, aujourd'hui la moyenne d'âge au Parlement c'est 66 ans, un député ou un sénateur fait en moyenne 3 mandats, il y en a qui sont à 9, vous avez un score modeste dans la moyenne à 6 mandats consécutifs, c'est législature. Après, vous avez fait députée européenne. Maintenant, vous êtes candidate pour l'élection présidentielle. Ma question, elle est extrêmement simple. C'est est-ce que vous êtes pour ou contre le cumul des mandats dans le temps? Je suis pour la complémentarité des mandats. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Attendez, vous jouez avec les mots. Pas du tout. Cumul, complémentarité. Non, parce que ce qu'il faut regarder, c'est l'efficacité. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que l'on veut des lois qui soient techno? Tout le monde est contre. Mais je peux vous dire une chose, là aussi pour l'avoir expérimenté, c'est quand vous avez des gens qui arrivent, ils ont des administrations, parce que l'administration, elle est permanente. Hein, vous ne pensez pas supprimer la permanence de l'administration, je pense. Et donc, à partir de là, si vous avez quelqu'un d'inexpérimenté, ils arrivent comme ça. Ils me l'ont fait. Je suis arrivée à Jeunesse et Sport, j'ai vu arriver un gars avec des dossiers comme ça, et qui m'a dit « Madame le ministre, vous allez pouvoir laisser votre nom à une loi. » Ça, c'est la grande truc. Et tenez, voilà, la loi, elle est toute prête. Je vais regarder, je lui dis « C'est pas du tout mes idées, vous repartez avec. » Et j'ai appris d'ailleurs qu'il avait déjà essayé de la fourguer à mon prédécesseur qui était communiste, et ensuite je sais qu'il a essayé de le fourguer à mon prédécesseur, c'était des périodes d'alternance, qui était à mon successeur qui était socialiste. Donc c'est l'administration qui compte. Et très souvent, vous regardez, je suppose, de temps en temps, l'Assemblée nationale ou le Sénat, vous voyez quand il y a une discussion de loi, vous avez le ministre au premier rang, vous avez les députés ou les sénateurs derrière, puis juste derrière le ministre, vous avez 5 ou 6 personnes. Qui sont ces 5 ou 6 personnes? Il y a un membre de son cabinet et c'est l'administration. Et quand vous avez des députés ou des sénateurs qui proposent des amendements, vous avez immédiatement un petit papier qu'on passe au ministre pour qu'il le lise. Et en général, il dit non systématiquement à l'amendement. Vous ne répondez pas trop à ma question là, sur le principe. Je vous donne le contexte. C'est-à-dire que des gens qui vont être, comme certains le voudraient, uniquement députés, pour un mandat ou pour 2 mandats, peu importe, sont des gens qui n'ont pas la compréhension de la réalité des problèmes. Je vais vous dire une chose. J'ai d'abord été députée 3 jours après ministre. Bon. Je ne suis devenue maire que 6 ou 7 ans après. Du jour au lendemain, les gens ne m'ont plus parlé de la même façon. Quand j'étais députée au ministre, les gens venaient me voir, parce que je faisais une permanence toutes les semaines, et ils venaient me soumettre un problème. Le jour où je suis devenue maire, ils sont venus me parler de leur vie. Et ça change tout. Ça change tout parce que là, vous percevez ce que sont réellement les problèmes des gens. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'ai la chance d'être élu local. Il est élu, hein, Pierre. Oui. Donc vous faites la loi d'une façon différente. Futur ministre. Mais lui, il commence par le début. Lui, il commence par. Exactement. Mais il faut dire que je n'étais pas du tout programmée pour la politique. J'y suis venue un peu par hasard. Votre papa. Non, mais mon père était d'abord directeur de la Banque de France, et lui aussi, il est devenu un peu du jour au lendemain, parce qu'on cherchait un candidat et qu'il venait d'arbitrer le match France-Galles, qui dans le sud-ouest était très connu. Et c'est comme ça que ça s'est fait, et je peux vous dire que ce n'était pas du tout la carrière qui était envisagée. Moi là-dessus, effectivement, je suis arrivée. Mais pour répondre à votre question, quand je parle de complémentarité, ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, pour bien faire la loi, un député ou un sénateur, puisque ce sont eux qui la font, doivent pouvoir en même temps être élu local, c'est-à-dire maire. En revanche, il y a des mandats qui n'ont rien à voir. Être conseiller régional et député ou sénateur, il n'y a aucune complémentarité. Donc je suis effectivement contre ce type de cumul, et je dis il y a des cumuls qui peuvent être utiles. Je sais que je suis à contre-courant de quasiment tout le monde. La plupart des élus sont démagos et à partir de là, ils disent
L'opinion publique pense que le cumul, c'est mal, donc on est contre le cumul. Je suis un peu jeune pour être démago, heureusement, mais en plus on parlait du cumul. Mais vous êtes élu, donc vous avez on parlait du cumul dans le temps, en plus, à mon avis, on n'est pas encore sur le cumul des différents mandats en même temps, sur la superposition. Là, je voulais vraiment insister sur le temps, mais vous n'avez pas tout à fait répondu à la question, c'est pas grave. Si, mais c'est la même chose. Ah non, mais c'est pas grave. Parce que c'est le même raisonnement. Non, pardonnez-moi, mais c'est le même raisonnement. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas que l'administration prenne le pas sur le politique, vous devez avoir des politiques qui est un minimum de professionnalisme. Et vous n'acquérez ce professionnalisme pas au cours du premier mandat, vous commencez à l'acquérir au bout du second mandat. Mais, ok, voilà. Ceci dit, sont les électeurs pris de tranche à chaque fois. Donc, où ils font bien leur travail, ils sont réélus. Où ils le font mal, la sanction des urnes. Mais madame, vous avez dit précisément que pour être un bon député, il faut comprendre les enjeux de notre temps. Là, vous avez parlé pendant 1 heure, j'ai pas entendu une seule fois le mot digital ou le mot numérique. Parce que vous ne cachez pas votre âge, vous avez 70 ans. Aujourd'hui, vous voulez rendre la grandeur de la France. Moi, si je me projette en 2030, la grandeur de la France, les emplois de demain, c'est des emplois qui vont nécessiter ces compétences informatiques. Vous avez énormément parlé d'éducation, pas une seule fois de numérique, pas une seule fois de formation digitale. Est-ce que vous croyez aujourd'hui, sincèrement, que vous avez les compétences, la compréhension des enjeux, parce que l'enjeu de demain, c'est celui-là. Est-ce que vous connaissez les enjeux de la blockchain, de la big data, de l'IoT? Est-ce que vous... c'est pas votre faute. Je veux dire, votre âge est votre âge. Je suis né avec une génération qui est née avec Internet. C'est cette génération-là qui doit aujourd'hui prendre les décisions pour demain. Parce que c'est nous qui comprenons ces enjeux. Est-ce que vous comprenez cette nécessité d'avoir des jeunes, d'avoir des gens qui comprennent ce qui se passe pour mieux anticiper demain? Aujourd'hui, regardez, qui change le monde? Ce sont les entrepreneurs. Il parle comme un vieux politicien. Mais non, absolument pas. J'aime beaucoup, mais c'est un passionné. Répondez, alors, répondez. Aujourd'hui, qui change le monde aujourd'hui? C'est les entrepreneurs, c'est Mark Zuckerberg avec Facebook, c'est Larry Page avec Google, c'est Steve Jobs avec Apple. Ils ne sont pas français aujourd'hui, ces gens-là, parce que l'éducation en France, elle n'a pas cette excellence, on n'a pas cette incitation à l'innovation. Pour moi, c'est ça le vrai problème en France, et c'est sur ça qu'il faut insister. Et aujourd'hui, quelle est votre solution pour ça? Qu'est-ce que vous proposez? Et encore une fois, c'est pas du tout contre vous. Est-ce que vous vous sentez vraiment capable, à 70 ans, de tacler ces sujets et d'être confronté à ces sujets et de les comprendre? D'abord, si vous lisez mon projet, attentivement, eh bien, vous verrez qu'ils sont intégrés. Mais moi, je vais vous dire une chose. Je suis exaspérée, effectivement, de voir non seulement que ce sont des étrangers qui deviennent des leaders dans ces domaines, mais qu'en plus, quand on a des Français qui s'intéressent à ces sujets, ils vont à l'extérieur. Les jeunes qui veulent réussir quittent la France. Et ça, c'est quelque chose que je n'admets pas. Alors pourquoi est-ce qu'ils quittent la France? Ils quittent la France parce qu'on a un système, c'est pas tellement l'université qui est en jeu, c'est plutôt le système après. On n'a pas un système qui permet aux jeunes de réussir. Des jeunes qui veulent réussir, qui sortent des grandes écoles, qui sont dans les secteurs qui vous intéressent, ils disent on ne peut réussir qu'à l'étranger. Et c'est vrai dans tous les secteurs. Et c'est ça ce qu'il faut changer. Et là, il faut changer beaucoup de choses. Il faut changer à la fois des réglementations. Et ça, c'est aussi quelque chose que je sais faire, que vous ne savez peut-être pas faire. Pas du tout. Mais moi, je l'ai fait moi-même. Donc, je suis capable, effectivement, de le savoir. Il faut, d'autre part, cesser d'avoir une vision où la réussite est systématiquement pénalisée. Pénalisée au niveau de la fiscalité, c'est une chose, mais également pénalisée parce qu'on les montre du doigt. Réussir, c'est être montré du doigt. Et je pense que pour les jeunes, ils ont besoin de se dire qu'ils peuvent réussir aussi. Mais concrètement, ça veut dire quoi? On avait dit pas de langue de bois aujourd'hui, vous êtes là à dire il ne faut pas pénaliser la réussite, etc. La première des choses, écoutez, la première des choses, elle est très simple. On est dans un monde de concurrence. Vous direz, c'est quelque chose qui n'est pas d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'encore plus vrai aujourd'hui. Dans un monde de concurrence, on se met à égalité de concurrence avec les autres. Et notamment, les autres, les premiers autres, ce sont les Européens. Moi, il y a une chose que je dis très simplement. On met une fiscalité à la moyenne européenne, aussi bien pour les personnes que pour les entreprises. La moyenne européenne, ça permet d'avoir une vraie concurrence. Deuxièmement, on allège un certain nombre de contraintes. Moi, quand je vais aux États-Unis, ça m'arrive de temps en temps, je passe 15 jours aux États-Unis, j'ai l'impression que tout est possible, qu'on peut faire bouger les choses. Quand on rentre en France, il faut 8 jours pour se dire « Ah ben non, il y a des contraintes, il y a des impossibilités, il y a des contrôles sans arrêt ». C'est ça ce qu'il faut faire. Quand vous créez une entreprise aux États-Unis, vous le faites en 48 heures. Il y a des sanctions aussi derrière. Ça, c'est vrai. Quand on se trompe, du jour au lendemain, on n'existe plus. Mais en France, on a un système qui est tellement protecteur, ou qui s'est voulu tellement protecteur, qui finit par aller exactement à l'encontre de ce que l'on veut faire. C'est vrai. Il y a des bons points. Je partage certains de vos points. Après, vous dites, et du coup, je vais réagir sur ça, vous dites qu'il faut harmoniser les fiscalités
à la moyenne européenne et donc pour la France les baisser. Je me suis amusé à regarder quelque chose quand vous avez commencé la politique, quand vous avez été, c'est pas toute votre faute encore une fois et j'ai rien contre vous, je préfère le préciser, vous avez commencé la politique en 1986. Un petit peu quand même. Mais non, non, mais ça fait partie du jeu. Voilà. En 1986, la dette publique en France, c'est 32%. Aujourd'hui, la dette publique, c'est plus de 100%. Voilà, vous avez été élu à la tête des 4 ministères régaliens entre-temps. Bon, une anecdote. La question, c'est maintenant votre proposition, c'est de baisser les ressources fiscales de la France, donc à la fois sur les personnes et à la fois sur les entreprises. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte que nous, le désarroi des jeunes, qu'est-ce que vous nous laissez? Moi, il y a un moment aussi où quel est votre bilan? Je veux dire, on peut bien se représenter. Je veux dire, vous parlez de cumul des mandats, de l'expérience, etc. Mais aujourd'hui, quand on regarde votre bilan, mais qui n'est pas votre bilan à vous, je veux dire le bilan de votre génération politique, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, il y a 10% de chômage, c'est 25% chez les moins de 25 ans. Comme je vous l'ai dit, il y a 100% de dette, c'est augmenté de 70 points dans la période dans laquelle vous avez fait de la politique. Le monde est au bord de la catastrophe écologique. Je veux dire qu'à un moment, il faut aussi être réaliste. Voilà, votre bilan n'est pas bon. Alors, je vais vous dire, si vous permettez, je vais vous dire une chose très simple. Donc, moi, si vous voulez harmoniser... Bon, allez, on laisse... si vous voulez harmoniser la fiscalité européenne, soit, mais quels sont... avec quel financement et comment faire pour diminuer cette dette publique? Voilà. Si vous me laissez parler, je vous le dis. Hein. Mais je peux. Bien sûr, avec plaisir. Je suis là pour entendre des réponses, pour poser des questions. D'abord, pourquoi je me présente aujourd'hui? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai jamais été en situation d'arbitrage pour un certain nombre de choses. Alors, il y a un déficit extrêmement important. Peut-être d'ailleurs en bénéficiez-vous, parce que l'hyperprotection dont chacun et chacune bénéficie aujourd'hui a aussi sa responsabilité dans cela. Mais il y a probablement et surtout une absence de courage politique. Pardonnez-moi, messieurs, très souvent, j'ai vu des hommes avoir moins de courage politique que les femmes, ou les femmes en avoir plus que les hommes. Surtout celles du Sud-Ouest. Et surtout celles du Sud-Ouest. On dit que les femmes sont têtues et que les Basques le sont encore 100 fois plus que les autres. Donc, je pense que c'est un élément important. Moi, si je dis arriver à la moyenne européenne, c'est un raisonnement et un calcul. Le raisonnement est très simple. On est dans une économie de concurrence, qu'on le veuille ou non. Et quand on parle des États-Unis, c'est exactement la même chose qu'ici. Et je dis nos principaux concurrents, parce que la majorité des échanges économiques se font avec l'Europe, ce sont les Européens. Faisons en sorte que les Français ne soient pas pénalisés par rapport aux Européens et qu'il n'y ait pas une injustice de voir les Français travailler jusqu'au 29 juillet uniquement pour l'État, tandis que d'autres pays ne le font que jusqu'au mois de mars. Je prends une mesure raisonnable qui est celle de la moyenne européenne. Et quand vous allez sur le terrain, pas seulement à l'école, mais quand vous allez sur le terrain discuter avec des chefs d'entreprise, avec des artisans, avec des commerçants, dans tous les secteurs, y compris les secteurs du numérique dont vous parliez tout à l'heure, ils vous disent la même chose. Si on a cette mesure, cela nous suffit effectivement pour créer de la croissance. Le coût de l'opération, il est de 15 milliards. 15 milliards, c'est peanuts. C'est vrai. C'est peanuts par rapport à la croissance qui est engendrée par rapport à ça. Donc, ce que je propose, c'est un programme qui n'est pas irréaliste, qui n'est pas démagogique, dont j'ai vu la possibilité de réalisation, et c'est bien la raison pour laquelle je veux être en mesure de le mettre en œuvre. Merci beaucoup, merci à tous les deux. L'heure, elle court très vite. Je pense qu'on va aller faire la troisième mi-temps ensemble. Je suis gersois et rugbyman, donc ça tombe bien. C'est vrai, vous jouez comme quoi. Vous allez terminer copains. C'est vexant. Vous allez terminer copains, c'est sûr. Voilà, c'est la fin, mesdames, messieurs, de cette 8e édition déjà des Enfants de la politique. Merci à Michel Alliot-Marie d'avoir été avec nous. Venez avec moi, on va faire un salut ensemble devant la caméra. Merci beaucoup. Merci à vous. Un grand merci à Elliot Abitbol qui a piloté cette émission, à Lionel Lemierre qui a également dirigé toutes les lumières et les caméras, etc. Nous sommes en public, vous l'avez vu. Merci aux élèves du Studec, l'école de radio qui étaient avec nous aujourd'hui. Ils ont été très sages. Qui ont été sages. Mais attention, la troisième mi-temps n'est pas terminée. Et donc nous nous retrouvons, comme vous le savez, chaque semaine avec une personnalité politique à interviewer. Vous pouvez appeler Chloé Dria, évidemment, pour venir participer à cette émission. Merci beaucoup. Merci au Huffington Post. Merci à Radio VL. Ciao. Merci.